des petites fêtes, des discours, tout ça. Donc, nous, on est en arrière. Le hall est de ce côté-là. Il y a les bureaux d'Amélie. Elle en a toujours besoin de deux. Il y a Geneviève juste à côté. Ensuite, vous avez le bureau de Marilyn. François est là si jamais vous avez affaire à lui. Et Micheline, qu'on appelle tous Mimi. Et Catherine à côté. Et moi, je suis la voisine, ici. OK? Donc, tout le monde est dans la même rangée. Vous allez voir mon nom. Il n'y a pas de problème. Une personne ou l'autre, tout le monde peut répondre à vos questions ou vous référer à la bonne personne. Il n'y aura pas de problème. Le robot. Donc, le IF, c'est un robot. Tout le monde passe par le robot en premier. Donc, je vous l'explique. On commence par le TIFI. Donc, tout le monde ici a fait le TIFI. Quand le résultat est supérieur à 75%, ça veut dire qu'il y a une maîtrise suffisante de français, du français. Donc, la personne est admise soit à l'année conditionnelle préparatoire ou directement dans son programme, ce qui ne nous concerne pas ici. Donc, si vous êtes ici, soit parce que vous avez eu entre 45 et 75 et vous avez besoin de quelques cours d'appoint pour vous aider. Donc, on commence par la mission conditionnelle à l'année préparatoire. Si vous en avez, vous commencez par là. Puis ensuite, vous avez les cours d'appoint à suivre avec nous. Donc, selon votre programme, il faut réussir à 2 sur 4,3 de moyenne. Donc, une fois que les cours d'année préparatoire sont faits, ce qu'on avait, là, il y a l'admission conditionnelle à la mise à niveau en français. Vous pouvez vous inscrire à des cours de programme. Donc, c'est ce que vous avez tous fait. Et puis, vous devez réussir dans les 11 mois suivants. Donc, actuellement, il y a 4 cours qui sont offerts pour les cours d'appoint. Une fois que c'est réussi, c'est fini, la condition de français est levée et vous continuez dans votre programme. Si on vient en arrière, pour les notes un peu plus faibles, souvent c'est ceux qui ont peut-être pratiqué plus l'anglais à l'écrit ou une autre langue. Donc, il ne faut pas se sentir humilié. Donc, c'est surtout l'écrit qui est évalué dans le TIFI. Donc, il y a une admission conditionnelle à l'année, à l'année préparatoire en français. Donc, plutôt que de faire une année préparatoire comme ça, vous allez la faire en français. Uniquement du français. Il n'y a pas de possibilité de s'inscrire à un cours du programme. Donc, on se concentre sur un cours à la fois. C'est des cours intensifs. Et puis, on essaie d'intégrer quand même une préparation au programme dans ces cours-là. Okay? Donc, ça vous laisse le temps de vous habituer aussi. Il y en a qui ont peut-être des enjeux spécifiques par rapport à leur intégration. Donc, on essaie de les aider. C'est une ou deux sessions selon le niveau, selon la note, le résultat. Cet automne, il y en a qui ont commencé avec les cours intermédiaires et cette session-ci qui continue au cours avancé. Il y a 2 conditions pour sortir de là. Premièrement, il faut réussir les 4 cours. Pour réussir, ça prend la cote D. Okay? Donc ça, c'est le minimum, 60% dans les cours. Mais en plus, il faut que la moyenne de tes 4 cours soit de 2 sur 4,3. Donc, si ce n'est pas 2 sur 4,3, on va te faire reprendre les cours parce que ta moyenne étant trop faible, ça veut dire qu'on prévoit que tu vas avoir beaucoup trop de difficultés dans ton programme. Le français, c'est super important au Québec. Ça fait partie de notre culture. C'est une langue qui fait partie de notre identité. Donc, à chaque fois qu'on entre dans une institution, ou même pour du travail, la plupart du temps, on a toujours des tests de français. Donc, même si on n'a pas fait le TIFI, on a fait nos tests pour entrer à l'université. Pour avoir un emploi, il y en a ici qui ont fait des tests de français.
à chaque fois, moi, je suis allée porter mon CV. Quand j'ai voulu enseigner le français, j'ai fait un bac en français. Il fallait que je fasse un test de français à la fin. Il fallait que je fasse un test de français à chaque fois que j'ai donné mon CV. Donc, pour moi, c'est naturel. Pour nous, c'est naturel d'avoir des tests de français tout le temps. Parce que c'est important de maîtriser le français. Puis à l'université, mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de travaux à l'écrit. Donc, il faut être capable de rédiger sans avoir les outils numériques. Il y a beaucoup de lecture aussi. C'est important. Que tu sois en comptabilité ou autre, à un moment donné, il faut que tu comprennes certaines directives. Il y a des recherches à faire, des travaux d'équipe. Donc, ça prend certaines habiletés qu'on travaille dans les cours de français. Donc, une fois que tu es sorti de la machine, tu vas à ton année préparatoire s'il y a des cours vraiment nécessaires, qu'on appelle des préalables, par exemple. Si tu es en sciences, ça se peut que tu as des cours là, que nous, on a eu au Cégep. OK? Donc, ça complète votre Cégep du Québec. Puis ensuite, vous irez dans votre programme et, on l'espère, vous ne reviendrez plus jamais à l'EIF pour une autre raison que de vous saluer. Il y a une question? Oui. Tu as 2 ou 3 cours à 2023 et que tu finis par réussir en matière 2. Est-ce qu'il faut comptabiliser les 2 cours? Tu es au-delà des 2 points pour réussir bien? C'est chaque matière que tu dois avoir 2 points. Est-ce que tu veux parler des cours de l'année préparatoire ou des cours d'appoint? Les cours d'appoint, tu réussis. Tu réussis le cours, tu n'as plus à le faire. OK? Donc, la condition est levée aussitôt que tu as terminé tous les cours qui étaient prescrits, mais tu as 11 mois pour le faire. Moi, je demande qu'il faut sommer, si tu as 2, il faut sommer les 2 pour que ta moyenne soit de là de 2,3. La moyenne de 2,3, c'est ici. OK? Pour les cours d'appoint, ça dépend de ton programme. Dans ton programme, s'il y a l'année préparatoire, tout ça, il y a des conditions spécifiques. Là, je t'inviterais peut-être à regarder sur le site de ton programme ou à t'informer à ton directeur de programme ou directrice. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. J'ai l'impression que la question c'est si j'ai 3 cours et que je réussis à 2 cours, 2 des 3, avec une moyenne qui fait 2,3 selon mon programme, si mon programme est de 2,3, est-ce que je peux quand même passer en n'ayant pas réussi Non, le c'est troisième? ça, la moyenne n'a pas rapport avec Voilà. les cours d'appoint. Mais en tout cas, Il faut réussir c'est tous pas les la cours. même chose. La moyenne, c'est pour ça. Donc, si tu réussis tes cours, même si tu as dit pour tes 3 cours, le cours est réussi, il est enlevé. Le seul problème qu'il faut envisager, c'est si tu dépasses les 11 mois. Par exemple, si tu échoues. Ou par exemple, tu n'as pas pris les cours au début parce que tu voulais suivre tel ou tel cours de ton programme, tu ne savais pas que ce cours-là, il ne serait pas offert ou il serait offert en même temps qu'un autre à l'autre session. Ça peut arriver. Donc là, tu es exclu de ton programme. C'est normal, c'était une condition pour être... oui. Oui, concernant les 11 mois, mais pourquoi pendant l'été, il y a certains cours de français qui ne sont pas donnés? Ça dit, en gros, on a fait 11 mois. Oui. Mais c'est pas vrai. Mais là, étant donné que les cours ne sont pas offerts, il peut y avoir certaines exceptions. Là, ils ne comptent pas l'été. C'est ça. L'été, déjà, ça compte pas. Ça dépend où tu en es dans ton cheminement. Mais, est-ce que j'ai bien répondu? OK. Donc, Il faut si, content, ben, tu vas pouvoir les faire à l'automne, c'est la bonne nouvelle. J'ai une question qui devait suivre. Oui. La question qui devait suivre, c'était de savoir. Et si, pour finir, tu fais échec à un seul cours, C'est ça. tu fais comment même? Tu as ton programme. Donc, j'étais rendue là. C'est un point. Je commence l'autre phrase. Après. Il faut que tu termines les cours, mais en étant hors programme. Ce qu'ils vont proposer la plupart du temps, registraire, c'est peut-être de t'inscrire à un autre bac ou à un certificat qui
va ressembler un peu à ton programme pour essayer de faire des cours qui vont pouvoir être récupérés dans ton programme. Et une fois que tu as rempli ta condition de français, tu peux redemander une admission à ton programme, puis tes cours vont être récupérés. C'est pas moi qui fais les règles. Malgré que tu as validé les cours dans ton programme, tu es petit quand même. Comment? Malgré que tu as validé les cours dans ton programme, tu es petit quand même. On te retire, mais ça ne veut pas dire qu'on t'enlève les cours que tu as réussi. Ton relevé de notes te suit pour la vie. Okay? Donc, tu gardes tes notes avec toi. Même si tu es hors programme, le temps que tu fasses ton cours de français, peut-être d'autres cours autour, tu vas revenir à ton programme, ben, tes autres cours vont rester là. Tu n'auras pas à les reprendre. Ils sont réussis, ils sont réussis. Est-ce que c'est plus clair? Si tu veux, on pourra en reparler. Je t'invite à mon super bureau. Calendrier universitaire. Comment? Calendrier universitaire, bon, c'est disponible sur le site de l'UQTR. Donc, il y a une date limite pour abandonner les cours sans mention au dossier et en annulant les frais de scolarité. Cette date-là est déjà passée. Et il y a aussi une période pour abandonner les cours sans mention d'échec, mais tu es obligé de payer les droits de scolarité. Donc, c'est entre le 22 janvier et le 18 mars. Donc, tu as le temps de recevoir tes premières notes et de voir si, finalement, ce serait mieux d'abandonner ou pas. Mais, attention, parce que vous avez un permis d'études, et ce serait beaucoup mieux d'aller demander à une personne conseillère à l'immigration pour savoir quel impact ça peut avoir sur votre permis, votre droit d'être ici, tout ça. Parce qu'il faut être inscrit à temps plein. 4 cours. 4 cours, c'est 12 crédits. Ça prend 12 crédits pour être à temps plein. Et pour ceux qui sont à l'année préparatoire en français, étant donné que c'est des cours intensifs, il y a une date spécifique pour l'abandon de chacun des cours. Donc, j'ai mis les dates là. Mais, encore une fois, super important, prenez rendez-vous avec une conseillère à l'immigration avant de prendre votre décision. Puis venez me voir aussi avant de prendre la décision. On va regarder quel impact ça peut avoir sur votre parcours. Semaine de relâche. C'est quoi la semaine de relâche? C'est congé. Vous n'avez aucun travail normalement à faire dans cette semaine-là. On se relâche et on profite de l'hiver. Fin de session, oui? C'est quoi la différence entre la semaine de relâche et la semaine de travail? La semaine de travaux, tu travailles. Le prof a le droit de te donner un travail et que tu dois le remettre la semaine qui suit, par exemple. Qui m'arrête qu'on vient pas, il peut nous envoyer des devoirs. Oui, il peut t'envoyer, bien, habituellement, il donne avant ou il donne un examen tout de suite après. Okay? Mais pendant la relâche, tu as le droit à ton relâchement total. La semaine de travaux d'études, mais c'est pour t'aider. C'est pour t'aider à rattraper ton retard souvent parce que des fois, il est un peu surchargé par les cours, le travail, la conciliation, tout ça. Puis, c'est pas pour travailler, c'est pour travailler sur tes études. Oui. Prioritairement. Prioritairement. Donc, le nom dit. 29 avril, c'est la fin de session, sauf pour les étudiants de l'année préparatoire. On finit le 18 avril. Bonjour et bienvenue. Le jargon universitaire. Donc, il y a beaucoup de mots spécialisés qu'on utilise quand on vous parle ou que vous allez discuter avec le personnel du registrariat. Pardon. Donc, une admission. Ça, c'est la décision de l'université qui dit que tu as droit ou non de suivre un programme. Tu es admis. Ce n'est pas l'inscription. L'inscription, c'est les choix de cours pour ta session. Là, tu es inscrit.
Donc, si on vous demande une preuve d'admission ou une preuve d'inscription, ce n'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas demander une preuve d'inscription avant d'être inscrit au cours. Puis pour s'inscrire au cours, il faut avoir payé la session d'avant. Une session. Nous, c'est ce qu'on dit au Québec, c'est un trimestre. Certains endroits appellent ça un semestre aussi. C'est une période de 4 mois où ont lieu les cours universitaires. À la session d'automne, c'est de septembre à décembre. La session d'hiver, c'est de janvier à avril. Et on a une session de printemps-été de mai à juillet. Et ce n'est pas tous les programmes qui offrent des cours pendant l'été. Des crédits. Les crédits, ça, c'est des unités qui permettent d'attribuer une valeur numérique à la charge de travail requise pour atteindre les objectifs particuliers des cours et des activités. Ça veut dire quoi en français? Un cours de 3 crédits, ça veut dire 3 heures de cours, mais tu as aussi 6 heures d'études et de travaux à organiser par toi-même dans tes plages horaires qui sont libres. Ce n'est pas supposé des plages horaires réservées pour le travail, car tu es aux études à temps plein. Donc, c'est là que tu organises ton étude et ton travail scolaire. Par semaine. Oui. Pour 3 heures de cours, il y a 6 heures de travail. Donc, si tu as 3 heures de cours par semaine, tu as 6 heures de travail et d'études par semaine. Si tu as 15 heures de cours dans ta semaine, ça fait une trentaine d'heures de travail d'études. Bon, évidemment, les enseignants sont conscients. Une évaluation. Une évaluation, ça peut être un devoir qui compte. OK? Faites-vous pas avoir. Des fois, l'enseignant peut donner un devoir qui va compter, qui vaut des points. Même si c'est 1 point, 2 points, c'est important d'aller le récupérer, on ne sait jamais. Un travail peut être évalué. On fait souvent des travaux d'équipe. Une présentation orale, ça compte dans les évaluations. Une activité ou un questionnaire qui permettent d'avoir une note. Tout ce qui permet d'avoir une note, et ça, normalement, c'est indiqué au plan de cours. Donc, les évaluations, ce n'est pas nécessairement un intra et un examen final. Chaque enseignant décide du type d'évaluation qu'il va faire dans sa classe. Si un enseignant qui donne une évaluation, toujours le jeudi, le deuxième que tu vas avoir, ne va pas nécessairement donner ses évaluations le jeudi. Je dis ça, ça a l'air logique, mais il y a certains qui se sont fait avoir avec ça. Un relevé de notes. Le relevé de notes, c'est le document officiel qui est préparé par le bureau du registraire de l'UQTR, qui cumule les résultats d'évaluation des cours. Donc, ton relevé de notes te suit toute la vie. Tu changes d'université, ton relevé de notes, ils vont te le demander. Si tu as étudié ailleurs, ils te demandent tous tes anciens relevés de notes. Il s'agit du cumulatif des notes du cheminement de l'étudiant dans son programme d'admission. La moyenne des cours préparatoires est calculée à part. Donc, comme dans le robot, les cours préparatoires, ça c'est à part. OK? On a ici les équivalents. Donc, quand vous avez E, ça ne veut pas dire excellent, ça veut dire 0. Okay. Et A+, c'est le maximum. Pour avoir une moyenne de 2, ça vous prend C. Donc, si un cours vous avez D, il faudrait peut-être le contrebalancer avec un B, dans l'idéal. Plan de cours. Un plan de cours, c'est un contrat entre l'enseignant et les étudiants dans lequel on retrouve les objectifs du cours, le contenu abordé pendant le cours et les modalités d'évaluation. Lisez le plan de cours au complet, ligne par ligne. C'est un contrat. Au premier cours, l'enseignant est obligé de lire le plan de cours avec les étudiants. Et c'est à ce moment-là que tu as le droit de dire
que tu es d'accord ou pas avec les moyens d'évaluation, les contenus de cours ou le pourcentage d'évaluation, c'est là qu'il faut le dire. Parce qu'ensuite, l'enseignant n'a plus le droit de le modifier, le plan de cours. L'enseignant ne pourra pas aller modifier des choses par après. Donc ça aussi, c'est important de le savoir. Ça fait partie de vos droits. Si un enseignant veut changer la date d'une évaluation, ça prend votre consentement. OK? Et donc, c'est un contrat qui est valable dans les deux sens. Dans ce contrat-là, il y a aussi des liens vers le règlement des études, les délits universitaires, tout ça. Va les lire. Au moins une fois. Il faut que tu saches que ça existe. Il faut que tu saches où trouver l'information. Tu es malade, tu as besoin d'un examen de compensation. As-tu le droit? Comment tu fais? Combien de jours que tu as pour le demander? C'est là. C'est là-dedans. Les motifs pour reprendre un examen. Toutes les règles sont là. Et les droits aussi. Portail étudiant. Ensemble des informations personnelles d'un étudiant relatifs à ses études dans un espace numérique de l'université. Donc, ton portail étudiant, tu vas avoir tes factures, tu vas avoir tes plans de cours, tu vas avoir toutes les informations, ton stationnement, peu importe. OK? Portail de cours. Ça, c'est un portail pour chacun des cours. Okay? C'est l'ensemble des informations et documents qui sont nécessaires pour suivre le cours que l'enseignant dépose sur son portail. Et puis, c'est important de le consulter souvent. Notes de cours. Donc, des notes de cours, c'est des notes, des textes, des extraits d'œuvres ou exercices assemblés par un enseignant et servant de document de référence, photocopié ou sur support numérique pour les étudiants. Donc, si ton prof te dit « étudie tes notes de cours », ça peut être un PowerPoint, ça peut être toutes les PowerPoints de la session ou pour l'examen, ça peut être tes notes papier, ça peut être des exercices qu'il a donnés, des notes de cours, c'est le contenu, le support pour l'apprentissage. Ça peut être aussi les notes que toi-même tu as prises pendant un cours. Le portail de cours ressemble à ceci. Je vous le montre parce que si vous avez juste votre téléphone, ça serait nécessaire peut-être d'aller sur un ordinateur. Ça, c'est une des choses gratuites qu'il y a à l'UQTR. Vous pouvez emprunter des ordinateurs gratuits. Donc, ici, par exemple. Donc, sur un portail de cours, on a toujours le plan de cours. Il va être là, puis l'enseignant ne peut pas l'enlever, comme je vous dis. Donc, il est toujours là à titre de référence. Vos résultats qui vont s'afficher, que vous pouvez voir aussi avec Radar. Les travaux. Donc, ça, c'est des espaces de dépôt de travaux. Si un enseignant veut que tu fasses un travail à l'informatique, tu le déposes là-dedans. Des questionnaires BIC. Ça se peut que tu entendes le mot BIC. C'est une banque interactive de questions. Okay? C'est à partir de ça, les enseignants peuvent faire un questionnaire, soit qui sert en devoir ou qui sert en examen. À titre d'exemple, le TIFI est fait avec la BIC. Vous avez toujours l'horaire et le local du cours. Donc, s'il y a un changement, normalement, tu es averti par courriel, mais tu peux aussi le voir sur ton portail de cours. Et tu as toujours le courriel de l'enseignant ou l'enseignante. Tu cliques dessus, puis ça va t'amener directement à son courriel. C'est obligatoirement là. Donc, tu ne peux pas dire que tu n'avais pas les coordonnées de ton enseignant. C'est une fausse excuse parce que tu as accès. Maintenant, on va regarder ici. Donc, dans le plan de cours, si tu es à l'EIF, ça se peut que ton enseignant ait mis les politiques départementales de l'École internationale de français. Présence et ponctualité au cours. Donc, nous, c'est une règle qu'on a établie. Les enseignants peuvent ou pas la suivre. OK? Normalement, s'ils la suivent, ils l'indiquent dans le plan de cours. Ça veut dire, si c'est indiqué, étant donné que c'est une politique départementale, nous, on va
appuyer l'enseignant si jamais il applique les conséquences qui sont là. Donc, afin de maintenir un déroulement harmonieux des cours, nous demandons aux étudiants de respecter les consignes suivantes concernant leur entrée en classe. Les étudiants doivent arriver avant le début du cours. Si ton cours commence à 8h30, tu n'arrives pas à 8h30. À 8h30, le cours commence. Les étudiants qui arrivent en retard devront attendre la reprise du cours après la pause ou à un autre moment déterminé par l'enseignant pour intégrer la classe. Quand il y a des retards, c'est très, très dérangeant. C'est irrespectueux pour l'enseignant qui, lui, est en train d'enseigner. Puis là, il y a une distraction, la porte qui s'ouvre, la personne qui arrive, son sac, la chaise, tout ça. C'est très dérangeant. C'est irrespectueux aussi pour les autres qui sont arrivés à l'heure, parce que l'enseignant est obligé de s'interrompre, d'attendre que le bruit cesse et puis de recommencer son cours. Donc, c'est pour ça qu'on te demande d'arriver à l'heure. Si tu n'arrives pas à l'heure, par respect pour les autres, attends dans le corridor, tu peux revenir après la pause. OK? Mais il y a des enseignants qui vont te permettre d'entrer dans l'heure. Là, il faut que tu saches, et le mieux, c'est toujours de demander. Demande d'examen de compensation. Les raisons justifiant une absence à un examen doivent être conformes au règlement des études de premier cycle. Donc, en cas d'absence justifiée, les étudiants de l'EIF disposent d'un délai maximum de 10 jours ouvrables pour présenter une demande d'examen de compensation. Je ne sais pas si c'est assez clair. OK. Donc, 10 jours, parce que ça, c'est à l'EIF. Mais dans d'autres départements, ça peut être plus court. Comment le savoir? Lis la politique du département ou informe-toi. OK? Donc, tu as 10 jours pour demander l'examen de compensation. Ça ne veut pas dire qu'il va être accepté. Ça ne veut pas dire que ta demande va être acceptée. La demande doit être soumise avec les documents justificatifs appropriés. Si tu étais absent parce que tu étais à l'hôpital, ça prend un billet signé par quelqu'un de l'hôpital, médecin ou infirmière, avec ton nom dessus, pour montrer que c'est vraiment toi qui es allé. C'est pas le billet que tu as récupéré d'un ami. Et la date, l'heure idéalement. Le cadre réglementaire. Ça, c'est à la fin, là, la 7e page sur 7 de ton plan de cours. C'est là les liens vers les documents que tu utilises un jour pour être au courant de tout. OK? Donc, le règlement des études de premier cycle, ici, je te dirais que c'est peut-être le plus important. Et le règlement sur les délits relatifs aux études. Chaque année, chaque session, il y en a beaucoup qui se font avoir. Parce qu'un délit, bon, on s'imagine tricher, regarder ce que l'autre fait pendant son examen, mais ce n'est pas juste ça. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités de situations. Et si tu te fais prendre, puis tu dis « je ne le savais pas », tu n'as pas le droit de dire « je ne le savais pas », parce que tu avais la documentation sous les yeux, tu avais juste à la lire, on prend pour acquis que tu l'as lu. Tu n'as pas le droit de dire que tu ne le savais pas, mais aussi, ça reste dans ton dossier pendant 5 ans. Un dossier universitaire qui te suit d'une université à l'autre. Ça fait une belle tâche. On ne veut pas des tâches comme ça, donc c'est important et je voulais vous en parler aujourd'hui. Et il y a une page consacrée à l'intelligence artificielle maintenant, si vous voulez aller la consulter. Je vais bien apprendre sur le projet. Ouais. Je copie. Tu copies pas. Si ça beaucoup, c'est bien. Donc, les autres s'en vont parce qu'ils vont travailler. Les autres, je vous garde. Où tu vas? Tu as un cours. Merci d'être venu. Donc, vous voyez que c'est filmé.
C'est pour envoyer à ceux qui ne seront pas venus, mais ceux qui sont venus ont eu un petit cadeau de présence. Donc, règlement sur les délits relatifs aux études. Là, je vous donne un paquet d'exemples de situations. Je copie sur la personne assise à côté de moi. C'est là, on savait. J'ai un petit aide-mémoire écrit sur mon bras ou caché dans ma manche. J'ai un enregistrement de moi-même qui lit des notes de cours et je les écoute pendant l'examen, les écouteurs cachés dans mon capuchon. Un de mes amis a fait l'examen la session passée et m'a prêté ses réponses. J'aide un ami en lui donnant les réponses de l'examen d'un cours que moi j'ai fait à la session passée. Donc, même si ce n'est pas toi qui copie, c'est toi qui donne les réponses, tu es aussi coupable que l'autre s'il se fait prendre. J'ai vu l'examen sur le bureau du prof et j'ai pris en photo la première page. C'est pas de ma faute si le prof ne fait pas attention. Le prof a demandé d'éteindre mon téléphone, mais je veux seulement regarder l'heure. Tu te fais prendre comme ça. Peu importe ce que c'est. Tu peux être accusé de plagiat, tricherie ou fraude. Même si tu voulais juste regarder l'heure. Tu n'as pas le droit de contrevenir aux règlements qui ont été expliqués par l'enseignant. Si le téléphone sonne. Si le téléphone sonne, c'est supposé être éteint. Donc, ça veut dire que tu n'as pas respecté les consignes de l'examen. Dans n'importe quel examen, on va te demander d'éteindre ton téléphone. Tu es supposé être en classe, en train d'étudier. Ta copine peut attendre que tu aies terminé ton cours avant de te dire qu'elle t'aime. OK? Oui, c'est quelqu'un qui oublie ça. Pardon? C'est quelqu'un qui oublie le téléphone. Ben, on essaie de ne pas oublier. OK? On ne fait pas exprès. Mais tu ne regardes pas l'heure. Tu peux le fermer sans regarder. Je ne comprends pas la question parce que j'ai manqué un cours à ce sujet. Alors, je demande à la personne assise à côté de moi de m'expliquer. Je pense que c'est un mauvais moment pour demander l'explication. Et l'autre qui t'explique va être accusé aussi. J'ai manqué de temps pour faire le travail de recherche. Alors, j'invente quelques citations. C'est facile, une citation, c'est une phrase en des guillemets. En me disant que le prof ne prendra pas la peine de vérifier les citations de tout le monde. C'est un délit super grave. Le droit d'auteur, le droit de garder tes idées et d'être cité pour tes idées, c'est extrêmement important chez nous. Je viens de trouver un relevé de notes papier de quelqu'un que je ne connais pas. Je le prends en photo et je partage la photo sur mes réseaux sociaux pour retrouver la personne. Bon, c'est pas de la tricherie pendant un examen, mais c'est quand même un délit de publier des informations personnelles sans le consentement de la personne. Mon ami me propose de faire un examen à ma place parce que j'ai vraiment pas eu le temps de me préparer. Il me ressemble et de toute façon, le prof ne connaît pas tout le monde. Le prof a demandé un travail presque pareil à celui que j'ai fait dans un autre cours. Je lui remets le même pour sauver du temps. Je ne triche pas car c'est mon propre travail. Et non, ça s'appelle de l'autoplagiat. C'est de la fraude, en fin de compte, parce que tu essaies de faire corriger un travail qui a déjà été corrigé, donc tu n'as pas fait le travail finalement. Si tu remets deux fois la même chose, même si c'est des profs différents. Je n'ai vraiment pas eu le temps d'étudier. Je vais changer la date d'un ancien billet médical et demander un examen de compensation. Ça va me donner le temps de mieux me préparer. Ah, je ne pourrais pas l'utiliser celle-là. Pour être accepté à la maîtrise, je dois fournir mon relevé de notes de premier cycle. Il me manque juste 2 points pour être accepté. Je modifie une des notes avec un logiciel et ça ne me paraît pas du tout. C'est de la fraude. Frauder sur un document officiel, c'est très grave.
J'ai besoin d'une lettre de recommandation pour un travail. J'écris moi-même une lettre et je mets le logo de l'UQTR pour que ce soit crédible. C'est une mauvaise idée aussi. Donc, tu ne peux pas utiliser le nom de l'UQTR comme tu veux. Je suis vraiment trop fatiguée, je n'arriverai pas à suivre le cours et je sais que ce cours est vraiment important pour l'examen. Mon ami enregistre le cours pour moi sans l'accord du prof. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'enregistrer un prof sans son consentement. La moyenne de la classe est très faible et je ne suis pas le seul à être insatisfait du cours. On empêche le prof de donner le cours pour essayer de le forcer à changer nos notes. Ça, c'est du harcèlement. En tout cas, c'est très, très limite. Le cours me stresse beaucoup. Je prends un peu de marijuana pour me détendre avant d'aller dans le cours. J'ai le droit, car c'est légal au Canada. Ben non, tu n'as pas le droit. L'alcool non plus, c'est pas permis. Ni pendant, ni avant le cours. Et c'est la même chose pour l'enseignant, pour n'importe qui sur le marché du travail. Le prof vient de donner un exercice à faire sur papier pour vérifier si on a compris. Je cherche les réponses sur Internet car c'est plus rapide. Bon, c'est pas un gros délit, mais c'est un peu idiot parce que tu es là pour apprendre. Si tu cherches les réponses, ça ne sert absolument à rien. Le prof refuse de me laisser entrer parce que je suis arrivée en retard et que c'est écrit dans le plan de cours. Je trouve cette règle enfantine, alors je reste quand même dans la classe. Moi, je prévenais la sécurité. Maintenant, les sanctions. Donc, si vous regardez dans le règlement sur les délits, vous avez les sanctions qui sont applicables et c'est en ordre progressif. Tu peux avoir un avertissement, l'annulation d'évaluation, donc la note finale qui est calculée sur les autres évaluations, mais celle-là, c'est comme si elle n'avait jamais eu lieu. La reprise de l'évaluation accompagnée ou non d'une limite maximale à la note pouvant être attribuée. Donc, mettons, le prof accepte que tu repasses l'évaluation, mais tu ne pourras pas dépasser 70 pour être équitable pour les autres qui ont passé la première fois. La production d'un travail de réflexion en cas de contravention des règles de conduite applicables à l'étudiant. La production d'un travail de... L'obligation de suivre toute formation. L'échec à l'évaluation ou à une partie de celle-ci. L'échec au cours, pourvu que cet échec n'entraîne pas l'exclusion du programme. L'échec au cours ou au travail de recherche, même si cet échec entraîne l'exclusion du programme. La suspension d'un programme ou la suspension d'inscription à toute activité de l'UQTR pour une période ne pouvant excéder 6 trimestres. Le rejet de la demande d'admission et le refus de toute demande subséquente pour une période de 12 mois. L'exclusion temporaire ou définitive d'un programme et l'interdiction de s'inscrire à toute activité de ce programme. L'exclusion temporaire ou définitive de l'UQTR. L'annulation d'une attestation d'études ou d'un diplôme. Donc, si tu te fais prendre une première fois, tu peux avoir une petite sanction. Souvent, ça va être 0 à l'examen si tu as triché à l'examen, parce que justement, tu ne mérites pas ta note. Mais la deuxième fois, c'est sûr que ça va être pire. Ça ne peut pas aller plus bas. Quelque chose de très important ici. Quand on te convoque parce que tu as été dénoncé, ouvre tes courriels. C'est déjà arrivé à un étudiant de ne pas avoir ouvert ses courriels, il n'est pas venu à la convocation, OK? Et puis, étant donné qu'il n'était pas là, on a considéré qu'il avait tort. Absence d'une partie, donc c'est ça, la personne absente est présumée accepter la décision qui sera prise. Donc, si j'ai vu ça, ah, mais je ne le savais pas, madame, je viens de me réveiller.
tu avais le rendez-vous depuis longtemps, mets-toi une alarme, quelque chose. C'est toi qui es responsable de tes études, c'est toi qui es responsable de tes choix, de ta vie, t'es adulte. OK? Donc, tu ne peux pas dire que c'est pas de ta faute quand tu as eu l'information avant. Bon, quelque chose de moins triste. Le français québécois. Si jamais ça vous tente de savoir qu'est-ce qu'ils disent ces Québécois. Donc, c'est un petit ouvrage qui a été fait en collaboration avec les SAE. Il y a quand même un bout de temps. Si je ne me trompe pas. Oui, ça date un peu, mais c'est toujours bon. Régime d'assurance maladie et hospitalisation. Normalement, j'avais quelqu'un qui était censé venir vous en parler. J'ai vécu quelque chose avec l'hôpital, donc je vais y aller de mémoire. Les étudiants canadiens, non canadiens et les résidents permanents sont automatiquement inscrits à un régime d'assurance collective à chaque session. Le coût de l'adhésion au régime est inscrit sur la facture. Pour les étudiants non canadiens, vous devez obligatoirement conserver cette assurance. Super important. OK? Donc, c'est une assurance qui donne comme des soins de santé complémentaires. L'optométriste, par exemple, un psychologue, un chiropraticien, si tu te blesses au dos. Des services comme ça où tu ne vas pas nécessairement à l'hôpital pour ça, mais si tu n'es pas assuré, ça va te coûter très, très cher. Régime d'assurance dentaire. L'adhésion au volet soins dentaires est automatique. Des frais sont ajoutés à votre facture. Ce que la personne, c'est un étudiant de l'UQTR qui était censé vous dire, c'est d'en profiter. Parce que ça coûte très, très cher pour les soins dentaires et de profiter des assurances qui vous donnent droit à un nettoyage par année ou en tout cas un examen par année. Donc, il y a des frais qui s'appliquent juste pour les surplus. Mais il y a beaucoup de choses incluses dans ce régime-là. Et puis, c'est pas drôle d'avoir un mal de dents. Donc, sur les assurances, c'est sur votre facture. Vous avez juste à cliquer là pour vous désinscrire, par exemple. Si vous restez inscrit, ça va être valide une année au complet. Si vous voulez savoir ce qui est inclus exactement, planmajor.ca, mais je vais vous envoyer le PowerPoint après, donc vous pourrez cliquer sur les liens si ça vous intéresse de savoir ce qui est inclus. Avec les frais d'immersion, parce que ça aussi, un peu sur ta facture, le IEF t'offre de l'aide à l'étude. Service personnalisé d'aide à l'étude, aux devoirs, aux travaux et pour la préparation des examens. Jusqu'à maintenant, le LIC qui donne ça le mercredi à 13h30 pour 10,83. Des ateliers de conversation. Pratique de l'interaction orale avec un moniteur, monitrice de langue pour les non-francophones. Donc, lundi et jeudi, c'est Emma Ndoutou qui donne ces ateliers-là. Si vous connaissez des gens qui en ont besoin, dites-le. Et aussi sur demande, tu as un gros examen à étudier, puis là, tu ne comprends vraiment pas, puis tu n'as pas de soutien, il n'y a personne qui comprend dans ta classe ou personne n'a vu qu'il y avait un examen, mais toi, tu veux réussir. Tu as le droit de demander de l'aide à l'étude, évidemment pas le jour même. Essaie de prévenir un peu, et puis on va s'arranger pour que tu aies une aide. Maintenant, j'invite Catherine à venir vous parler d'activités. Comment profiter de l'hiver. Qui a reçu ça? OK, donc Mélissa parlait des frais d'immersion qui incluent les ateliers, mais aussi les activités. Donc, le premier côté de votre brochure, c'est les activités qui sont offertes pour la session d'hiver. Donc, par exemple, samedi, le 1er février, cette semaine, nous allons à Vallée Rocanigan. Donc, c'est des sentiers
de neige où vous pourrez marcher ou faire de la raquette. Est-ce que vous savez c'est quoi de la raquette? Des raquettes de neige? Vous ne savez pas? Donc, c'est fait de bois. Vous les installez sous vos pieds, puis c'est pour marcher dans les sentiers enneigés. Vous allez marcher comme ça, mais vous avez des beaux paysages, c'est dans les montagnes. Donc, c'est une activité typiquement québécoise, donc je vous invite à participer. Puis, ce qui est intéressant avec les 4 sorties qui sont offertes, c'est que nous faisons affaire avec le service aux étudiants et aussi le Bureau des relations internationales. Donc, c'est tous les étudiants internationaux de l'UQTR qui participent à ces sorties. Samedi le 15 février, il y a une partie de hockey des Patriotes. Les Patriotes, c'est l'équipe universitaire ici de l'UQTR. Le samedi 15 mars, place Burmans, c'est visionnement d'un film au cinéma. Mais il y a aussi des arcades, vous pouvez jouer au quai. Donc, il y a plusieurs activités, mais c'est principalement pour voir un film au cinéma. Et le samedi 12 avril, c'est la cabane à sucre. Est-ce que vous connaissez la cabane à sucre? Non? C'est un repas traditionnel québécois. Donc, des omelettes, du jambon, des pommes de terre, nappées de sirop d'érable. Donc, à cette sortie, vous mangez le repas et on vous explique aussi comment nous produisons le sirop d'érable. Donc, ces 4 sorties ici, vous voyez au bas le site. Vous devez aller sur ce site, choisir l'onglet « Étudiants de l'école de français », puis inscrire vos informations. Moi, ensuite, quand je reçois votre inscription, j'envoie un courriel de confirmation et les détails aussi de la sortie. Petit point important, si vous êtes inscrit à la sortie, s'il vous plaît, vous devez vous présenter à la sortie. Si vous ne pouvez pas être là, c'est important de m'aviser parce que ça enlève des places aux étudiants qui voudraient participer. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous avez des questions? Moi, j'en ai une. Oui? Moi, je mange pas de porc. Oui. Peux-tu y aller à cabane à sucre? Oui. Il y a des options végétariennes et des options sans porc. Juste à me l'indiquer, puis sur place, ils vont vous offrir des alternatives là, pour manger. Si, mettons, il reste de la place, puis mon ami qui est québécois, je vais me faire un ami québécois, je peux-tu lui dire de venir? Est-ce que ça va lui coûter de quoi? Oui. Si, par exemple, la veille de l'activité, vous voulez amener un ami avec vous, puis qu'il reste de la place, juste à me l'indiquer, m'écrire un courriel. C'est sûr qu'il y a des frais pour votre ami, puisque vous, c'est inclus dans vos frais d'immersion. Donc, sur place, vous n'avez pas de prix à payer, mais pour vos amis, ils vont venir payer à moi. Ça va? La question? Oui? Ça dépend des activités. Oui, il faut vraiment m'envoyer un courriel, puis je vais vous mentionner c'est quoi le coût. Okay. C'est le fun de découvrir le hockey, mais Oui. bon, je vais y aller, découvrir le hockey. Mais est-ce que je peux jouer aussi au soccer? Je crois qu'on a des adeptes de foot, de soccer, oui, c'est bon. Si jamais vous voulez organiser une partie de soccer avec vos collègues, vos amis, je peux vous aider à l'organiser. Donc, si vous voulez réserver un plateau au centre sportif ou si vous voulez réserver du matériel pour jouer aussi, je peux vous aider dans le processus. Donc, venez me voir, puis je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Parce que vous êtes chanceux, c'est gratuit Oui. au CAPS. Ça vous prend seulement votre carte étudiante. C'est super important, quand vous allez au centre sportif, toujours avoir en main la carte étudiante. Ça, ben, c'est des étudiants de la session d'automne qui avaient organisé la première partie du soccer de l'EIF. Évidemment, on ne vous fera pas jouer dans la neige, mais ça vous tente, ce serait le fun. J'aimerais ça, moi, voir le beauté de la directrice. Ça va pour tout le monde?
N'hésitez pas à venir me voir si vous avez d'autres idées aussi, ça va me faire plaisir de vous aider. Merci. Service aux étudiants. Mon collègue qui va vous en parler. Non, ça m'en est pas. Bonjour, je prends quelques minutes de votre précieux temps. Ben oui, pour me présenter, mon nom c'est Marie-Josée, spécialiste en sciences de l'éducation. Mélissa l'a bien nommé tantôt. On a relativement le même rôle à l'université, mais on ne travaille pas pour le même service, le même département. Mélissa, elle est vraiment spécifique aux étudiants qui sont inscrits à l'École internationale de français, contrairement à moi où je travaille pour le service aux étudiants, donc pour l'ensemble des personnes étudiantes de l'international qui sont inscrites à l'UQTR. Alors, c'est possible que durant votre cheminement, vous soyez confrontés à différents défis liés soit à notre beau français, qui est loin d'être un français international au Québec, soit au rythme d'apprentissage, soit aux pratiques pédagogiques, à la compréhension du système universitaire. Un peu plus tôt, on parlait de moyenne cumulative, règlement des études. Donc, si vraiment vous avez besoin d'accompagnement, de soutien pour avoir une meilleure compréhension de vos cours, de votre rôle d'étudiant, des façons de faire, des façons de travailler pour assurer votre réussite, en tout temps, vous pouvez vous référer à moi, prendre un rendez-vous. C'est une rencontre individuelle où on prend vraiment le temps d'explorer votre situation, mieux comprendre quels sont vos besoins et vous orienter vers des pistes de réflexion qui vont être gagnantes pour assurer votre réussite universitaire. Donc, je n'hésite pas, Madame Amélie, votre directrice, en a aussi parlé. Au Québec, c'est votre responsabilité d'aller chercher l'aide, d'aller vers les bons services, de nommer ce qui fait obstacle à votre réussite, mais on est une grande équipe pour vous soutenir, vous accompagner, puis faire en sorte que votre parcours universitaire soit une réussite et que vous soyez fiers de vous. Voilà. Merci. Je dirais d'en profiter parce que des services gratuits, personnalisés, on n'en a jamais dans ma vie. Oui, certainement. Vous êtes vraiment chanceux d'avoir les services personnalisés. Donc, Marie-Josée peut prendre en note votre horaire et puis s'ajuster à vous si vous avez besoin d'un suivi. OK? Ok, au fait, je crois qu'ils avaient dit que nous, les étudiants à l'EIF, nous ne pouvons pas travailler. Et on dit d'aller voir les services aux étudiants. Donc, je voulais un peu plus d'informations. Effectivement, moi, je ne suis pas conseillère en immigration, par contre. Je ne peux pas vous donner des conseils, mais vous avez tout à fait raison de... quand on n'est pas inscrit à un programme d'études qui mène à un diplôme, donc si vous faites une année préparatoire en français, si vous n'avez pas de cours de votre programme, vous n'avez pas la possibilité de travailler, d'avoir un emploi rémunéré à ce moment-là. Mais tout ça doit être discuté avec une conseillère en immigration qui, elle, va pouvoir vous expliquer les particularités de cette situation-là et les différents règlements administratifs d'un point de vue légal. Mais ça, c'est une conseillère en immigration. Moi, je suis au niveau des apprentissages, de la réussite académique, mais au service aux étudiants, il y a également des conseillères en immigration qui, elles, vont pouvoir vous renseigner ou vous en dire davantage sur votre situation actuelle. Bienvenue. Il y a des étudiants qui travaillent, mais il faut avoir complété certaines conditions. C'est vraiment la conseillère qui peut vous l'expliquer, comme l'année préparatoire, par exemple. Il y a d'autres services à l'UQTR. Donc, le registariat ou le centre de ressources multiservices, c'est là que vous pouvez payer vos frais de scolarité ou en ligne. C'est là que vous allez chercher votre carte étudiante, vignette de stationnement, laissez-passer, STTR, l'autobus, document officiel, attestation, relevé de notes. Oui? J'ai oublié quelque chose? OK. Pour la carte étudiante, ça donne quand même certains avantages. Donc, pour l'avoir, ça te prend ton passeport, ton code permanent, mais ça te permet d'emprunter à la bibliothèque. Si tu as besoin d'un ordinateur, tu peux en emprunter un. C'est une journée où tu peux en utiliser un sur place, mais tu peux aussi l'emprunter pour apporter chez toi. Tu as accès aux photocopieurs, accès aux ordinateurs publics, tu as accès au CAPS. Donc, le CAPS, il y a certaines places gratuites, d'autres où il faut payer. Par exemple, si tu veux t'entraîner à la salle, ça c'est payant.
mais la piste intérieure de jogging, la piscine, un terrain de badminton ou un terrain de soccer ou autre, tout ça c'est gratuit. Puis il y a des tarifs spéciaux aussi à la salle d'entraînement. Donc oui, ça coûte quelque chose la salle d'entraînement, mais c'est beaucoup moins cher pour les étudiants que pour les employés. Combien? Tu t'informeras. Je ne retiens pas les chiffres. Non. Et la carte étudiant donne aussi certains rabais dans les restaurants, les magasins. Je ne te dirai pas tous, là, mais des fois on dit qu'il y a un tarif spécial pour les étudiants, tu as juste à montrer ta carte et tu le verras. La bibliothèque. C'est où est la bibliothèque? Si tu n'es jamais allé, tu peux entrer, c'est gratuit. OK? Tu peux emprunter des documents, tu peux accéder aux ordinateurs, aux salles de travail. Je vais vous montrer un exemple. Ici, avec des beaux fauteuils confortables, tu peux lire sur place aussi. Des salles de travail d'équipe, donc des salles qui sont fermées pour que vous puissiez vous entendre seulement entre vous. Des fois, c'est super pratique. Il y a même un système là, de projecteur. Tu peux mettre ton ordinateur pour travailler en équipe. Laboratoire de création numérique qui s'appelle La Forge. Ça, c'est au 2e étage. Place cachée, tu peux faire du podcast. Donc, tout l'équipement pour faire du podcast. Pour imprimer en 3D aussi. C'est gratuit. Tu as juste à payer le matériel, là, c'est quelques sous. Prêt d'équipement informatique et multimédia, ordinateur, caméra, que tu peux emprunter là aussi, et enregistreur ou autre. Il y a la librairie, où tu peux trouver des livres de cours et autres, matériel informatique, articles de bureau. Donc là, la librairie, c'est pas gratuit, évidemment. Service des technologies de l'information, le STI. Donc, tu peux avoir de l'assistance technique. Si tu fais un cours en ligne, tu peux appeler le soutien technique pour leur écrire. Si tu es avec un questionnaire de la BIC, par exemple, donc eux, ils peuvent t'aider à distance. Réseau sans fil gratuit sur le campus. J'espère que tu le savais. Quand tu viens sur le campus du QTR, tu peux avoir le Wi-Fi gratuit. Salle publique d'informatique, imprimante publique, accès au système informatique de l'UQTR, Office 365 par Microsoft. C'est gratuit, mais il faut que tu passes par un lien spécifique parce que l'université a acheté la licence. Et si tu es étudiant, il faut que tu passes par le lien de la licence de l'université et tu vas l'avoir gratuit. Ça va être cher, ça. Oui, je vous envoie le PowerPoint, puis c'est disponible aussi sur le site de l'UQTR. Antidote Web, gratuit aussi si tu passes par le lien que je te donne ici. Donc, c'est des logiciels qui valent quand même cher, et puis c'est bien parce que en tant qu'étudiant, on a vraiment besoin de ces outils-là. L'application Radar, c'est sûrement déjà installé sur ton téléphone. Ça te permet d'accéder à tes cours et puis à les notes qui sont mises là. Je ne sais pas si on peut accéder à tout. Je sais que l'application s'améliore d'une année à l'autre. Et il y a UQTR Alerte. Si jamais tu te promènes seul, tu viens étudier très tard et que tu te sens en danger, bon, c'est expliqué sur l'application. Article promotionnel. Donc oui, ça coûte quelque chose. Donc on a un kangourou. On appelle ça kangourou avec une capuche comme ça. De l'EIF, on a un sac réutilisable, on a deux couleurs de tuque et une casquette de l'EIF. On avait beaucoup plus d'articles l'année passée parce qu'on fêtait notre 50e, l'année passée, jusqu'à octobre. On fêtait notre 50e de l'EIF, mais ceux-là sont toujours disponibles. S'habiller en hiver. Est-ce qu'ils sont bien habillés? Est-ce qu'on s'habille comme ça en hiver? Non, ça c'est pour des photos Instagram. On ne s'habille pas comme ça en hiver, parce qu'au Québec, il fait fret. Comme ma mère disait toujours, habille-toi. Tu vas être malade sinon. Ça, c'est un Québécois qui est habillé. Quelqu'un qui connaît le Québec. Il y a une tuque,
ou au moins un cache-oreille, parce que le jour où tu as le cerveau qui gèle, tu ne pourras plus aller à tes cours de français, tu vas échouer, tu vas rater ta vie. Cache-oreille, pour éviter d'avoir une otite. Foulard ou cache-cou. J'en ai vu, l'autre fois, il faisait moins 20. Il y en avait un, il n'y avait rien dans le cou. Et Colin. Si vous avez jamais eu un mal de gorge, on dirait que tu as des couteaux qui rentrent dans ta gorge. Mets-toi un foulard. OK? Foulard ou cache-cou. Tu peux même te mettre une cagoule si tu veux. Couvre ton cou, c'est super fragile. Puis tu ne veux pas avoir mal à la gorge. Ça fait mal. C'est très, très, très douloureux. Manteau. Donc, il existe des manteaux chauds. Il n'y a pas un petit manteau en Suède là, pour faire ton compte Instagram. Manteau de printemps, ça ne marche pas. Les manteaux qu'ils ont en France, qu'ils appellent des doudounes, c'est pas assez chaud. Donc, un bon manteau, moins 20, moins 30 ou moins 40. Si tu fais juste te promener de ton appart à l'UQTR, puis tu habites pas loin, ou tu descends ton auto, tu fais tes commissions, moins 20, c'est en masse. Moins 30, si tu fais, je ne sais pas, un peu de sport dehors, qui fait beau, ça va. Moins 40, c'est vraiment si tu t'en vas skier peut-être, puis qu'il fait vraiment froid. C'est ça. Quand il fait vraiment, vraiment froid, là, moins 40, c'est mieux. Des gants ou des mitaines. Des bottes. Il y a aussi des degrés. C'est toujours indiqué. Quand tu achètes ton manteau, tu achètes tes bottes, c'est écrit si c'est moins 20, moins 30 ou moins 40. Okay. Arrange-toi pour avoir les pieds secs. À un moment donné, tu as chaud dans tes bottes. Change tes bottes, tes chaussettes, parce que tu vas pogner froid. Tu vas pogner frette. Pogner froid, pogner frette. Comment on appelle ça? Avoir de la fraîche aux pieds. En tout cas, c'est douloureux. Ça donne le rhume, la grippe, tout ça. Pantalon de ski, bon, ça c'est en option parce que lui, il ne veut pas avoir les pantalons mouillés. Si tu as les pantalons mouillés, ben, l'humidité, ça garde le froid. Donc ça, c'est validé. OK. Juste avant. Vous êtes en train de... Il y en a plusieurs ici qui sont en train de porter leur manteau à l'intérieur. C'est une chose à ne pas faire. Pas pour être poli, c'est pour vous. Parce que là, vous gardez votre corps très au chaud. Quand vous allez sortir dehors, ça va être pire. Ça va venir, le corps n'a pas le temps de s'adapter à la température. Donc, c'est une bonne habitude d'enlever ton manteau, ta tuque, ton foulard. OK? Et pour t'habituer à l'air ambiant, l'université est supposée être chauffée. Si vraiment tout le monde gèle, même le prof, là, il y a moyen de monter ta température. Aussi, si tu transpires, ben, la transpiration, c'est quoi? C'est de l'eau. L'eau, ça gèle. Puis aussi, tu peux puer. Ça, c'est moins agréable socialement. Malade un jour d'examen, quoi faire? Parce qu'en hiver, c'est fréquent d'être malade. Cas numéro 1, risque mortel, segment anormal, coup à la tête, intoxication, appelle le 911. Bon, on s'entend là-dessus, tu ne viens pas à l'université, mais tu dois te procurer un billet médical quand même. Mettons que tu as eu un accident, quelque chose, ils vont t'en donner un. Le médecin est habitué de donner un billet médical, autant pour l'école que pour le travail, des fois, des recommandations. Donc, avec ton nom, la date et l'heure de consultation, c'est mieux. Tu envoies une photo à l'enseignant ou l'enseignante le plus tôt possible. Cas numéro 2. Tu tousses ta vie, tu vomis, tu as la diarrhée, tu fais de la fièvre. Avant l'examen, écris à l'enseignant. Pas après. Avant. Tu es assez fort pour t'en rendre compte et te dire « Ah, j'irai pas ». Un petit texto rapide. Je ne peux pas être là, madame, je suis en train de tousser tous mes poumons. Ensuite, tu vas à l'hôpital parce que ça peut être vraiment grave. C'est des symptômes qui ne sont pas normaux. Tu vas à l'hôpital, dans une clinique ou à la pharmacie. Tu peux consulter un pharmacien. Le temps d'attente à l'hôpital est super long. Le pharmacien peut te prescrire quelque chose ou t'aider si tu as un symptôme comme ça que lui peut
t'aider à soulager. Évidemment, tu prends quand même rendez-vous avec le médecin si possible. C'est pas normal. Tu te procures un billet médical ou même le billet du pharmacien avec ton nom, la date, l'heure de consultation. Quand la directrice a dit tantôt « Aidez-nous à vous aider », bien, donnez-nous des preuves comme ça, puis on va vous aider, on va vous faire repasser l'examen. Si vous n'apportez rien, puis vous dites « J'ai été malade », ça ne marche pas. On a comme des procédures administratives à suivre pour une question d'équité. Envoyer une photo à l'enseignante le plus tôt possible. Boire beaucoup d'eau et se reposer. Cas numéro 3. Tu souffres d'un ou de plusieurs de ces symptômes. Mal de tête, mal de gorge, tout. Douleur musculaire, tu as tes règles, congestion nasale ou écoulement nasal. Avant l'examen, prends un médicament. Je vais te montrer lesquels. C'est vraiment très courant. C'est comme se soigner soi-même parce que c'est courant d'être malade en hiver. Donc, il y a moyen de ne pas être obligé d'aller à l'hôpital et d'aller à ton examen quand même. Sauf si tu fais de la fièvre, parce que si tu fais de la fièvre, ça veut dire que tu es probablement contagieux ou que tu es trop faible pour tenir debout. Donc, sauf ça, viens faire ton examen. Porte un masque au besoin. Le médicament devrait faire effet. Okay? Si tu as mal aux dents, même chose, avant l'examen est écrit à l'enseignant, tu prends un rendez-vous d'urgence chez le dentiste, tu procures un billet médical avec nom, date, heure de consultation. Donc, si tu as pris rendez-vous en ligne, la photo du rendez-vous, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que tu pourrais l'annuler tout de suite après. Et tu envoies une photo à l'enseignant le plus tôt possible. Les médicaments en pharmacie. Tylenol pour le rhume, congestion nasale, toux sèche, fièvre, douleur, courbature. Tout le monde prend ça ici au Québec. Ça soigne pas mal de choses, je dirais. Donc, aussitôt que tu sens que tu commences à tousser, un Tylenol, ça te permet de dormir la nuit aussi. Parce que des fois, quand tu as le nez bouché, le nez qui coule, tu peux dormir. Donc, ça peut faire effet. Tu as mal à la tête, prends-les. Si ton mal de tête passe, va à ton examen. Ne manque pas un examen pour un mal de tête. Advil, qui fait un peu la même chose, qui est recommandé aussi pour douleurs musculaires et articulatoires. Donc, musculaire, ça comprend aussi les crampes pour les filles. Du sirop pour le mal de gorge et la toux. Donc, il y a deux sortes. Des fois, il y en a qui font les deux, comme celui-là. Du Vicks. Ça, c'est le remède de grand-mère du Québec. Du Vicks. Ça, c'est fait avec l'eucalyptus. Tu fais juste respirer, puis ça te débloque le nez. C'est super fort. Tu peux en mettre sur ta poitrine pour dégager tes poumons quand tu tousses beaucoup. Ou que même quand tu as mal à la gorge, tu peux t'en mettre sur la gorge. Tu peux t'en mettre près des narines pour être capable de dormir sans que le nez te bouche. C'est quand même assez puissant. Moi, je l'amenais même à l'école quand j'étais malade. Quand j'avais un rhume, des fois pour déboucher le nez. Des pastilles. Donc, il y a des pastilles, il y a différentes sortes de pastilles. Celle-là, il y a un liquide dedans, comme un genre de sirop. Ça peut soulager temporairement. C'est pas ça qui va te guérir, mais si tu as un examen, quelque chose d'important, tu peux amener des pastilles. Ça va te soulager. Après ça, arrange-toi pour aller te faire prescrire un médicament qui va te guérir parce qu'il ne faudrait pas que tu fasses l'infection à la gorge non plus. L'Ipsil, ça c'est un petit bonus. Il y a un étudiant, une fois, il n'est pas venu à mon cours parce qu'il avait mal aux lèvres. Il s'était gelé les lèvres complètement. Il avait mal, il souffrait de martyre. Donc ça, c'est comme un genre de gras. Donc même les gars peuvent en mettre. C'est comme du rouge à lèvres, mais c'est un gras pour empêcher les lèvres de craquer. Parce qu'il fait tellement frette que tes lèvres peuvent craquer. Ton nez peut te coller ensemble comme ça. OK. Donc, une bonne habitude, ce que je vous ai dit tantôt, retirer son manteau en classe. Je vais l'expliquer, donc je vais passer vite. Pour les examens de compensation,
Donc, je répète un peu ce que j'ai dit tantôt. 10 jours ouvrables pour ta demande. Là, j'ai mis des liens parce qu'il y a un formulaire à remplir. Tu envoies le formulaire à la direction de l'EIF. Si la demande est acceptée, il faut que tu payes des frais de 75 $. Donc, pour ça, je vous dis, on ne fait pas exprès d'être malade le jour d'un examen. OK? Et puis, ça, c'est écrit dans le règlement des études. Ça, c'est les motifs valables parce qu'il n'y a pas juste les maladies. Tu peux avoir une autre excuse qui est valable pour manquer un examen. Donc, tout est indiqué là. Il faut juste que tu lises les règles de l'université. Dernier conseil. Les habitudes à prendre, à être ponctuel. En classe, à un rendez-vous, n'importe quel spécialiste, n'importe qui dans ta vie, à ton travail, soit ponctuel. C'est une valeur qui est hyper appréciée ici. Écrire tout de suite au soutien informatique avec capture d'écran quand tu as un problème technique. Si tu attends une journée ou le lundi suivant puis dire bien, mon ordi avait planté, c'est pour ça que je n'ai pas mis le travail, c'est un peu plus dur à croire que si tu as pris une photo sur le moment ou une capture d'écran puis que tu as écrit tout de suite au soutien technique, mais que tu n'as pas eu de réponse, ça, c'est plus crédible. Vérifiez souvent ses courriels de l'UQTR et ses portails de cours. Informations qui s'ajoutent. Utilisez un agenda pour se rappeler les évaluations et remises de travaux. Donc, tu peux avoir un agenda sur ton téléphone, même avec ton courriel. Okay? Tu peux te mettre des alarmes, tout ça. Commencez ses travaux dès le premier jour pour avoir le temps de poser des questions. C'est pas le jour même ou la veille à 9-10 heures le soir que c'est le temps de demander à l'enseignant, pouvez-vous m'expliquer c'était quoi le travail, je ne comprends pas, puis les remettre le lendemain. Ça paraît un petit peu mal. Ne pas oublier de faire les 2 formations obligatoires, les VAX et la formation plagiat, tricherie ou fraude. Là, vous dites, personne ne va vérifier, mais attention, ça s'en vient, ils vont geler votre compte si jamais vous ne les faites pas. C'est ce que je me suis fait dire. Moi, je suis au doctorat actuellement, puis j'ai été obligée de le faire. Et je me suis dépêchée, j'avais un temps maximum pour faire la formation sur le plagiat, la tricherie ou la fraude en tant qu'étudiant. Il faut la faire. Tu la fais en ligne, il y a un lien là, tu fais juste écouter des vidéos, tu réponds aux questions, puis si tu as, je pense que c'est 75% que ça prend, tu reçois une attestation. Tu n'as rien à faire après. Une fois que tu as l'attestation, ça a fait un pop-up dans le système qui dit que toi, tu as fait cette formation-là. C'est tout. Moi, dans un de mes cours, j'avais déjà donné des points pour faire les formations. Donc, il y a des enseignants qui peuvent en donner. Ils ont le droit, si c'est écrit dans le plan de cours. Il faut aussi savoir que les horaires des examens de chacun des cours sont tous différents. Il n'y a ni examen intra, ni examen final de session, ni examen de reprise. Ta note, c'est final, ta note, la note d'un cours. Un examen de compensation, c'est si tu avais une bonne excuse de ne pas être à l'examen. Si tu as échoué parce que tu as échoué, ici, il n'y a pas d'examen de reprise. OK? Vous devez organiser vos périodes d'études. Donc, les notes sont finales et non négociables. Elles représentent vos efforts et non l'affection de l'enseignant, l'enseignante. OK? J'ai eu des étudiants souvent, madame, s'il vous plaît, il manque 3 points, il manque 5 points. Mais oui, mais je t'aime bien, mais c'est parce que c'est le travail qui est corrigé, c'est pas de l'air ou des mots. Les étudiants m'aiment quand même. Communication. Donc, je vous ai mis, ça c'est le site de l'EIF. Donc, il n'est pas tout à fait à jour, mais il y a des trucs là que tu peux trouver. L'adresse de Marilyn, qui est l'adresse du secrétariat, c'est elle qui va transférer ton courriel si tu ne sais pas à qui écrire. Et ma super communauté. Là où je t'écris des mots d'amour, des beaux messages. Je fais des petits rappels. Délégué de classe. Là, il y en a juste un qui m'a écrit. Qui est dans le 1087 ici? Est-ce que ça te tente? D'être délégué de classe? Non, moi, c'est dans le 1077.
10,77. OK. Et ça, c'est déjà pris. 10,89. Tu vas être délégué? Ah, là, je veux des délégués, moi. 10,93. 10,94. Tu as des problèmes avec vos enseignants? Un délégué, ça peut être pratique. Non? Le rôle du délégué. Un peu de détail sur le rôle du délégué. Toi, tu es délégué. Un peu de détail sur le rôle. Le rôle, je t'utilise. Quand il y a des étudiants qui ne viennent pas à leur cours, qui ont des retards, qui ont un certain problème, des fois, j'ai la version de l'enseignant, mais j'aime ça avoir la version d'un autre étudiant. Peut-être que toi, tu es au courant de sa situation, quelque chose. Je vais te demander peut-être de t'informer ou de rappeler à l'étudiant que je suis là pour lui. C'est juste ça. Je ne fais pas grand-chose d'autre. Je peux te transmettre de l'information, dire hey, rappelle à ton groupe qu'il y a un match de soccer samedi qui vient à telle place. Pas grand-chose. Mais je donne beaucoup d'amour à mes délégués. Ça ne vous intéresse pas? OK. Donc, vous m'écrirez si ça vous intéresse. Les branchements, donc je vous ai mis ça ici si vous voulez brancher au Wi-Fi de l'UQTR ou votre courriel de l'UQTR si vous voulez le mettre directement sur votre téléphone pour jamais manquer aucun courriel. Il y a moyen aussi. Je vous envoie ça dans le groupe WhatsApp et par courriel aussi. Vous pourrez le transmettre à vos amis. Vous aurez aussi la vidéo par courriel, par WhatsApp. Vous pourrez me réécouter si vous vous ennuyez. Dites-vous que je vous aime. C'est tout. Des questions? Oui.